Je vais essayer de ne pas être trop impressionné quand même et de tenir à peu près les 10 minutes qu'on nous a demandé de tenir. C'est normal qu'il y a 5 sur mon écran. Ok, merci. Je m'étais dit que j'allais, plutôt que de parler de réemploi et d'architecture, je vais plutôt essayer de partir sur la question des pratiques d'architecte et des pratiques architecturales. C'est moi qui dois démarrer. Ok, voilà. L'idée est plutôt de se focaliser sur à quoi un architecte passe son temps et finalement quels sont les services qu'il peut rendre à la société. Cette question du rôle sociétal de l'architecte m'a toujours un tout petit peu titillé et ça fait quelques années que dans la pratique de bureau avec Alain ou à travers l'enseignement, j'essaye de cheminer sur cette question-là et je vais essayer de vous partager quelques aventures et quelques convictions. Alors, un point de départ, mais je crois que je vais enfoncer des portes qui ont déjà été ouvertes. L'architecture, c'est un acte culturel avant tout. C'est des hommes qui transforment leur environnement pour créer abri. Ils ne savent pas les transformer sans ressources, sans matière. Ils ne savent pas les transformer sans énergie. Bon, ici, évidemment, c'était avant l'invention du moteur, mais il fallait bien manger et peut-être avoir une force de travail liée au bétail pour pouvoir opérer ces transformations-là. À l'époque, évidemment, la complexité technique des constructions était relativement faible. Au jour d'aujourd'hui, la tension qui existe entre l'architecture, l'énergie et la matière est importante, on l'a évoqué tout au long de la soirée, et cette tension génère une complexité croissante de l'acte de construire. Une des pistes qui est le plus explorée pour le moment, c'est la question de la performance, c'est-à-dire qu'on cherche effectivement à développer des architectures qui ont une performance environnementale et une performance énergétique qui permet effectivement de répondre à des questions liées à la limitation des ressources, tant énergétiques que matérielles. Maintenant, effectivement, cet accroissement de la performance induit d'une part une très grande complexité de l'acte de bâtir. Elle nécessite des grands développements de savoir et de savoir-faire et un accroissement de ceux-ci. Elle se base sur aussi un accroissement des normes et des règlements qui encadrent finalement ces performances. Et elle demande également la mise en place de moyens pour atteindre ces performances. Et sans dire que c'est une piste inintéressante, parce que c'est une que je pense que tout architecte aujourd'hui doit pratiquer et sur lequel il faut cheminer, il y a quand même un certain nombre de risques à considérer que cette performance est le seul objectif à poursuivre quand on se positionne sur le champ de l'action sociétale, on va dire. Et on essaye, et je vais essayer de vous parler de deux pratiques, une du bureau et une au sein de l'enseignement, où on essaie de cheminer sur ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus de chercher cette fameuse performance. Alors, on a été amené à transformer un bâtiment à Anderlecht, qui est une cartonnerie industrielle, pour y accueillir 6 ASBL, et à vocation des enfants d'un quartier, ici le quartier d'Anderlecht en l'occurrence. Et on a travaillé sur 2 axes sur ce projet, d'une part sur l'économie de moyens, et d'autre part sur le processus. Alors, l'économie de moyens, je vais juste vous expliquer 2 petites séquences qui permettent de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand un architecte est à l'œuvre par rapport à réduire la quantité de moyens qu'on développe pour essayer de répondre à une question qui est posée. Et ça passe d'abord par comprendre la question, questionner cette question. Et ici, en l'occurrence, on avait un bâtiment qui avait certaines qualités, certaines capacités, un certain passé, et une demande programmatique relativement complexe, puisqu'on a 6 ASBL qui chacune veut développer sa propre activité dans des espaces et selon des configurations qu'ils souhaitent voir développer. On essaye de mettre ensemble ces choses-là, et en général, ça ne colle pas. Quand ça ne colle pas, on peut éventuellement déplacer les murs, démolir, et finalement on en arrive à la conclusion, c'est que le bâtiment étant inadapté, il faut le raser. Et en définitive, nous on a construit une maquette, non pas pour nous concevoir le projet, mais on a construit une maquette comme outil de négociation. Et en fait, à travers un grand nombre de réunions, on a appris ensemble à apprivoiser le bâtiment, jusqu'au moment où, l'ayant compris, l'ayant digéré, on a été capable de fabriquer finalement un consensus sur son usage, et l'usage commun que les ASBL allaient pouvoir en faire. Cette maquette-là a subi les aléas du chantier, puis a été reprise par les ASBL qui l'ont restaurée pour pouvoir expliquer après ça à leur public le projet, comment est-ce qu'il allait se passer, etc. L'autre chose, c'est si on questionne d'une part la question,
on propose aussi de questionner la matière et de savoir en quoi est-ce qu'elle peut encore nous rendre service, alors qu'il est possible qu'elle ait atteint un certain nombre de limites, et notamment ici des questions de portance de plancher. Donc c'était un bâtiment d'une ancienne cartonnerie qui devait devenir un bâtiment public, qui demande des charges au sol d'une certaine capacité, et tout le travail a été finalement de prendre conscience de la capacité portante des éléments existants et d'essayer de leur ajouter le minimum de matière souhaitée pour pouvoir finalement rencontrer la norme. Alors, évidemment, dans tout projet, il y a une part d'écriture, il y a une part de prise de décision de l'auteur de projet, de faire signe, de faire sens, de donner un esprit au lieu. Et quand on travaille comme ça en économie de moyens, et évidemment que derrière ça, il y a des questions financières qui sont le corollaire, on essaye aussi de travailler à l'activation des lieux, leur mettre l'ensemble des éléments qui permettent à l'activité de se positionner dans l'espace et de pouvoir se retirer pour finalement laisser l'écriture de l'usage rajouter sa couche. C'est une manière, entre guillemets, d'assumer même philosophiquement l'esthétique de la friche ou l'esthétique du trash, on peut l'appeler comme ça, mais c'est en même temps presque une conviction que y a-t-il vraiment nécessité d'aller beaucoup plus loin, en tout cas pour notre rôle à nous. Alors, le deuxième axe, c'est la valorisation du processus. Il faut savoir que quand on est amené à finalement mettre en place des solutionnements extrêmement complexes avec un niveau de performance qu'il est très difficile d'assumer sur différents champs, finalement, il y a une quantité de connaissances, de savoirs qui sont inclus dans toutes les études qui sont mises en place, qui sont transférées à l'entreprise et qui sont rarement livrées, montrées finalement aux utilisateurs. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser le chantier comme un moment de transmission. Et donc, par 2 fois sur ce dossier-là et sur plusieurs autres dossiers qu'on mène, on essaye de proposer des moments d'arrêt où l'acte technique s'interrompt et laisse la place à un moment de rencontre, un moment d'échange, où ici, on a occupé la rue avec les ASBL, on a invité la population à venir voir les travaux dans un état, dans un premier temps, de grosses œuvres extrêmement arides, et puis la deuxième fois, les parachèvements commençaient à arriver, et on essaye par-delà de finalement construire le lien entre l'opération de transformation et les futurs occupants qui vont être amenés à occuper le lieu. On invite l'entreprise, évidemment, à être partenaire de ça. Elle est payée pour ça, mais c'est très bien ainsi. Mais il y a toute une préparation qui est à l'œuvre et qui aussi questionne les ouvriers qui sont sur le chantier, qui travaillent sur ce chantier et qui finalement comprennent qu'il y a là une transmission qui est à l'œuvre de laquelle ils font partie. Alors, j'en viens à un deuxième champ qui est comment est-ce qu'on pourrait éventuellement faire exister dans l'enseignement de l'architecture ces questionnements-là. C'est-à-dire comment faire exister le processus dans l'enseignement de l'architecture, le processus complet de l'acte d'architecture, et comment est-ce qu'on peut faire exister la question des moyens au sein de l'enseignement de l'architecture. Et donc l'année passée, j'ai eu la chance d'encadrer 16 étudiants, donc je pense qu'il y en a un qui est dans la salle d'ailleurs, sur ce chemin-là, en travaillant sur plusieurs axes. D'une part, la pratique collaborative, en situation extrêmement complexe, autant collaborer pour essayer de faire des choses plus intéressantes. D'autre part, c'est un projet qui vise une réalisation précise, donc c'est-à-dire qu'on conçoit et on réalise ensemble, et avec des moyens limités, et en essayant d'y placer un objectif environnemental qui est identifié comme étant la notion d'économie de moyens. Alors, ça passe par des techniques de travail collaboratif, mais aussi des techniques de travail de concertation avec le client, puisqu'il y a toujours cette relation d'interaction pour essayer de définir quelle est la bonne réponse et quelle est finalement la vraie question. On se rend compte que finalement, ça modifie les outils qu'on utilise pour nous-mêmes concevoir, mais peut-être aussi pour convaincre. Et finalement, on quitte la table à dessin, on quitte l'atelier de maquette pour venir dans le lieu et dire voilà comment je pense que ça doit être, ça me questionne moi-même et éventuellement ça fait réagir l'autre, de manière à finalement garantir la qualité d'écoute de la demande et éventuellement garantir la qualité de réponse qu'on formule. Alors cette formulation-là, elle a pris une forme matérielle qui a été possible dans le temps imparti. Il faut savoir que ce comptoir, par exemple, contient entre 80 et 90% de matériaux réemployés. L'unique matière neuve est la face supérieure que vous voyez là. Et travailler la matière en école d'architecture, c'est
pas encore très classique, ça se fait quand même dans pas mal d'endroits, mais ici, il y a eu une tentative de vraiment apprendre à comprendre cette matière, comprendre comment elle pouvait être assemblée, éventuellement désassemblée, quelles étaient ses spécificités propres, et aussi comprendre à négocier la mise en œuvre, c'est-à-dire comprendre que, inévitablement, la mise en œuvre amène un certain nombre de questionnements qui font que le dessin est inopérant et que finalement la conception évolue par rapport à ce changement. Et je pense que c'est une expérience qui, une fois qu'on l'a vécue une fois, amène presque une révolution des modes de création, des modes de conception, et presque une volonté de continuer à négocier, de ne plus finalement surdessiner, surdéterminer, mais d'apprendre à négocier sur ces champs-là. Non, ça continue, ok. Une dernière chose, c'est que dans ce cadre pédagogique qu'on essaie d'installer, la question du sens de l'action, finalement. Pourquoi est-ce qu'on agit? Quelles sont les valeurs qu'on mobilise au travers du projet? Comment est-ce qu'on en prend conscience collectivement? Et comment est-ce qu'on tente de les partager avec le maître d'ouvrage pour faire en sorte que finalement le projet qui naît est bien un projet qui renferme l'ensemble des valeurs des acteurs autour de celui-ci? Et pour finir, simplement, la comparaison, entre guillemets, entre ces deux attitudes, que moi j'aime bien mettre en avant, parce que c'est vrai que par rapport à l'injonction environnementale, on peut se demander s'il faut partir au front ou s'il faut se lancer dans le ludique. Et bon, vous aurez compris que beaucoup de gens ici pensent qu'il faut aller plutôt d'un côté que de l'autre. Voilà, merci.